À tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez apprécié le live de vendredi 12h30, toujours en replay, conviction émotive, si vous l'avez loupé, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. On va en parler de Bitcoin, notamment dans cette vidéo, on fera quelques petites news extrêmement intéressantes, du macroéconomique, mais on parlera aussi du tokenomics, et j'aimerais que vous fassiez cet exercice lorsque vous aurez fini cette vidéo pour aller regarder l'intégralité de votre wallet. Et en fait, regardez par rapport à la dilution des tokens qui sont déversés depuis plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années, ce qui nous permet d'avoir un historique, savoir à quel niveau de prix serait votre token s'il retrouvait son market cap d'antan. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouvez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. Et de plus en plus d'entre vous qui utilisent cette stratégie vont sembler avoir quelques TP à prendre, notamment sur les anti-pourcents. Je le vois de plus en plus passer sur le Discord des rois du marché et je vous en félicite. Pensez à prendre des petits TP, pensez à vous payer. Sinon, il est de mise de malheureusement devoir rendre l'argent. On va commencer avec Bitcoin très rapidement. Pas grand chose à dire, une magnifique clôture, ceci étant dit. Au niveau du premier arrêt, juste ici en weekly, ce que les bears veulent voir, c'est une réintégration. Ce que les bulls ne veulent pas voir, c'est une réintégration. Ou en dessous du premier arrêt, où on se retrouvait en dessous des 35 700 $, commencer à travailler, faire des réintégrations, commencer à diverger, notamment sur les plus petits time frames, pour aller chercher des supports qui faisaient office précédemment de résistance aux alentours des 30 000 $. Je le vois de plus en plus, ces 30 000 $, et c'est super intéressant parce qu'on va réellement discuter de ce qui s'est passé entre ces 25 000 $ et ces 30 000 $. Il y a quelque chose, en fait, dans on-chain qui s'est passé. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles, beaucoup de tweets, notamment, qui parlent de cette forte accumulation, et c'est extrêmement intéressant d'en discuter, notamment dans cette vidéo. On peut aller un petit peu faire un tour du côté d'Ichimoku Kinkoyo. Donc tous les voyants sont au vert maintenant, si on prend Ichimoku Kinkoyo, notamment sur des time frames en daily, que sur des time frames en weekly, puisque notre Chikou vient de passer le nuage, donc maintenant, plus rien n'arrête Bitcoin. Confirmation, on attend quoi maintenant? L'accélération, les accélérations par extension, et on peut très bien aller chercher les 48 000 $, les 50 000 $, et vous allez voir pourquoi. Parce que beaucoup sont coincés sur ces 48 000 $. Donc si les holders court terme d'antan et de l'époque veulent sortir, et notamment à break-even, c'est clairement sur les 48 000 $ qui pourraient le faire. Puisqu'on avait beaucoup parlé précédemment, notamment vis-à-vis du crash FTX ou post-crash FTX, où il y avait en fait 7% du supply qui avait été capturé aux alentours des 17 200 $. Sachez-le ou non, mais il y a encore plus de changements de main sur les 48 000 $ et je vais vous le montrer juste après. Dès lors, ça nous donne des objectifs, ça nous donne des TP, ça nous donne des zones, bien évidemment. Et ces 48 000 $, qu'est-ce que c'est? C'est une magnifique zone de rechargement de vente long terme. Bon, en tout cas, ça reste positif. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un signal de top provisoire ou quelque chose? Rien du tout, tout est boule. Il n'y a aucun problème avec ça, on est complètement suracheté, mais c'est très bien, ça peut continuer encore plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines. Ça ne sert à rien de s'opposer à ce mouvement. En revanche, vous, swing trader, pensez à prendre des profits. Et si vous êtes investisseur et vous commencez déjà à avoir vos wallets qui font plus 80, plus 100, plus 110, plus 150%, n'hésitez pas à vous payer, pas forcément 200% de votre position, prenez 10%, 15%. Et si vous suivez la stratégie des 4 rois, prenez un minimum 50% et vos tokens seront croîtus. Nous sommes sur un marché extrêmement volatile, extrêmement piégeux, extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui et il y a 3 semaines ou un mois en arrière? Strictement rien. On parle beaucoup des ETF Bitcoin, mais rien ne s'est réellement passé. On voit de plus en plus d'institutionnels qui commencent à s'intéresser, un petit peu FOMO finalement, pour dire cette fameuse peur de louper le train, mais rien ne s'est passé, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc Bitcoin essaye de pricer potentiellement des ETF Bitcoin. Je pense que cette news sera bien évidemment vendue et ce sera très probablement pas différent d'avant. Maintenant, ça peut arriver dans une semaine, ça peut arriver dans 3 mois, ou au plus tard, validation ou invalidation, en tout cas confirmation ou acceptation de ces ETF Bitcoin. Ce sera très proche de la ligne, mi-mars prochain 2024. On a fait ce petit tour d'horizon. D'un point de vue technique, c'est le week-end, il ne se passe donc pas grand-chose, il ne peut pas passer grand-chose. On peut faire un petit tour sur quelques news et des news qui sont extrêmement intéressantes. On passe côté macro et après on reviendra sur Bitcoin et sur les différents tokenomics. Bon, ça c'est la première chose. Ça a été proposé par Moderator. Les impayés de cartes de crédit reviennent à leur niveau d'avant pandémie. L'endettement total des ménages atteindra 17 milliards de dollars au troisième trimestre 2020 sous l'effet des prêts hypothécaires, des cartes de crédit et des prêts étudiants qui ont été relancés malgré la promesse de Joe Biden
que les étudiants commencent depuis le mois de septembre à rembourser leur carte de crédit et ça impute directement la génération Z, ceux qui sortent entre guillemets de l'école et qui ont eu leur diplôme et qui tentent de trouver un boulot et à quel point c'est difficile puisque le taux de chômage est bas et le taux de, entre guillemets, d'employabilité, en tout cas le nombre d'offres d'emploi, pardon, semble diminuer notamment aux États-Unis. Donc ça permet de faire monter les salaires, ça permet de faire tout ça. Et c'est très positif d'ailleurs pour les Américains, mais si ça venait à retourner, ça risquerait d'être catastrophique. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on regarde par rapport à la pandémie ou avant 2019, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets, entre 2019 et 2023? Déjà, on a multiplié par 3 au niveau de la masse monétaire. Donc il faut le prendre en considération. Donc revenir sur des niveaux d'avant n'est pas forcément un non-sens, mais est éventuellement piégeux pour la psychologie, puisqu'il y a eu un avant et un après la pandémie. Et il faut la prendre en considération. Donc si on voit en fait des augmentations de salaire, si on voit des personnes qui gagnaient, je vais dire une bêtise, 4 000 $ par mois et qui aujourd'hui gagnent 6 000 $ par mois, ils ont parfaitement la possibilité d'emprunter plus, d'emprunter potentiellement plus longtemps. Et quand l'économie va bien, et c'est ce que ça semblerait nous montrer depuis plusieurs mois, même si nos indicateurs techniques semblent que ça commence à être extrêmement dangereux, et en tout cas beaucoup d'indicateurs sont actuellement en souffrance, pas quelque chose qu'il faut prendre avec une considération alarmante. C'est plutôt ça l'idée. Donc on revient sur la délinquance de cartes de crédit, donc des impayés au niveau de 2019. Ça ne veut pas dire que les marchés ont chuté, ça ne veut pas dire que l'économie était au plus mal, ça ne veut pas dire tout ça. Il y a des injections monétaires, on peut mettre en place de la politique de subvention, et notamment aux États-Unis, ils sont très forts pour ça, et ça se reflète dans nos indicateurs préférés. Pourquoi? Parce que Money Radar tweet juste derrière, les intérêts de la dette US dépassent pour la première fois les 1000 milliards de dollars, ça c'est directement à l'augmentation des taux notamment, et éventuellement au manque de confiance qu'on peut avoir depuis maintenant quelques mois, voire années dans les dettes souveraines, puisque elles deviennent complètement cataclysmiques. Dette totale 33 000 milliards de dollars. En un mois, c'est 600 milliards de dollars. Je vous ai mis 600 milliards de dollars en un mois. En un jour, c'est 58 milliards. Et en une heure, c'est 800 millions de dollars de dettes supplémentaires. À ce rythme, la dette américaine atteindra 41 000 milliards de dollars en 2024. Il faut trouver les gens qui vont prêter cet argent-là. C'est puisque, encore une fois, c'est levé sur les marchés. Il semblerait que la Banque centrale américaine ne souhaite plus utiliser son bilan pour pouvoir acheter. C'est bon du trésor. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Mais ça reste un record qui n'est pas tenable dans le temps par rapport à ce remboursement, puisqu'à un moment donné, les 1000 milliards de dettes, bien que ce soit directement levé sur les marchés, à un moment donné, les Américains, il faudra bien faire des choses pour pouvoir payer ces intérêts-là, ou en tout cas cette dette. On ne parle même pas de la dette, on va juste parler des intérêts, c'est déjà suffisamment important comme ça. Donc à un moment donné, il va bien falloir remettre en question ces subventions, ces dettes de l'État, cette providence de l'État qui vient toujours en aide à ses administrés avec de la monnaie magique. À un moment donné, peut-être que ça va finir par s'enrayer, par casser, et ça cassera d'abord par la confiance, et non pas par le mécanisme lui-même de création monétaire. C'est une pure logique. C'est pour ça que c'est impossible à timer. Si on peut voir éventuellement des petites échappées au niveau de 2026, on peut très bien dire d'ici quelques mois, on peut très bien dire 2024, on peut très bien dire 2028, on peut très bien dire 2032. Ce serait une cassure de confiance. Et ce qui est toujours intéressant, c'est si on sait écouter le marché, on peut éventuellement le voir arriver. Voilà. Et pour l'instant, je ne le vois clairement pas arriver. Entre les dires et les faits, les faits ne sont pas du tout en adéquation avec les dires d'aujourd'hui de quelques alarmistes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, ça veut pas dire qu'ils ont raison trop tôt. Et quoi qu'il arrive, l'exercement des dettes souveraines est inéluctable. C'est juste une question de temps. Mais ça peut durer très longtemps. Si vous écoutez pas mal d'économistes alarmistes, c'est depuis 2008, en fait, 2009, 2010, 2012, le gros explosion de la dette souveraine française, 2012. On est en 2023 et on a continué à emprunter de raison sur les marchés financiers. Bon, voilà, comme ça, je refais un petit tour d'horizon. Ça permet de prendre du recul et de ne pas se faire piéger par sa psychologie et par les choses qu'on pourrait entendre, puisque la news n'est pas catalysante. C'est les fondamentaux qui sont catalysants. Mais se protéger d'une chute des marchés et d'une explosion de la dette souveraine est peut-être dangereux et ne nous permettra malheureusement pas de profiter de toute une magnifique envolée pour faire une seule chose, augmenter notre pouvoir d'achat. Toujours le même indicateur qu'il faut le regarder, le même objectif, c'est toujours relié au pouvoir d'achat. On continue avec ceci. Binance se fait détrôner par une plateforme traditionnelle. Alors vous allez peut-être sourire, mais il s'agirait de l'exchange Chicago Mercantile, CME. Bon, il semblerait alors, je rappelle que le CME est et la possibilité, notamment avec
les bitcoins sur les contrats à terme qui ont été lancés en 2017, qui avaient d'ailleurs signé le top de marché de décembre-janvier 2017. Ça a été une news extrêmement catalysante, extrêmement positive, qui a donné le top de marché générationnel pendant tout un cycle de Bitcoin. Rappelez-vous de cela, puisque ce sera très probablement pas forcément différent des ETF Bitcoin, notamment de BlackRock, de Fidelity et d'Ark Invest. Bon. Il semblerait qu'ils ont gagné la bataille des dérivatifs, notamment devant Binance, sur des contrats à terme, avec une date fixe et en bonne et due forme, soit 24% des volumes, qui dépasseraient les 4 milliards de dollars actuellement sur les Open Interest. C'est très positif. Ça veut dire qu'une seule chose. Ça veut dire que les institutionnels sont OK pour prendre du risque sur les marchés, et notamment sur le marché Bitcoin. De Bitcoin. Donc c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire que si les gros rentrent dans la danse, à ce moment-là, ça veut peut-être avoir des signes de précurseurs d'un magnifique cycle haussier, d'un magnifique bull run, et les institutionnels et les gros portefeuilles souhaitent en fait prendre leur part du gâteau, bien évidemment, en tout cas essayent d'en capturer toute une partie, qui font bien sûr monter et valoriser les prix à la hausse. Et c'est très positif encore une fois. Maintenant, on partage ça très souvent sur le Discord des rois du marché. Monsieur Intel nous l'a partagé, donc merci à toi. Il y a un peu de liquidité d'ailleurs sur les 38 000 $, on pourrait aller la chercher. Sur du très court terme, c'est ceci. Ça tourne beaucoup sur Twitter, ça donne beaucoup sur YouTube, et vous avez raison, puisque qu'est-ce qui s'est passé entre quelques semaines en amont par rapport à aujourd'hui? Ça, on le voit par rapport à la map, on peut dire une map de température, entre distribution et accumulation en fonction des niveaux de détention de Bitcoin. Donc on peut partir de moins de 1 jusqu'à plus de 10 000 Bitcoin. Généralement, quand c'est rouge, ce sont des tops locaux de distribution. C'est-à-dire que les holders court terme, moyen terme, long terme distribuent dans la liquidité, donc soit des liquidations de short notamment ou des choses comme ça. Donc on voit qu'il y a une prépondérance, donc l'offre est prépondérante par rapport à la demande, donc c'est des phases de distribution et ça ne peut malheureusement pas faire apprécier le cours. On le voit très bien, donc il y a des retracements plus ou moins importants. Derrière retracement, à accumulation, puis distribution, bien que ça ait été un petit peu biaisé puisqu'on l'avait sous les yeux il y a encore quelques mois en arrière par rapport aux plus de 10 000 bitcoins qui, eux, continuaient à accumuler aux alentours des 25-27 000 $, ce qui était positif, ça permet aussi de nous biaiser l'esprit. Derrière, latéralisation, on repart, distribution au niveau des très grosses baleines, bah oui, elles ont accumulé, elles se sont peut-être un petit peu piégées, au fond peut-être que ça ne va pas aller beaucoup plus haut, donc derrière distribution. Ensuite, on recrache sur les 25 000 $. À quel point c'était difficile d'aller chercher ces 25 000 $. Et réaccumulation. Et là, tout le monde a du unisson. Il n'y a plus de rouge et tout le monde accumule. Accumulation, local top, ça continue à bouffer du Bitcoin. C'est juste formidable. On a mis le supply. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est très intéressant puisque c'est Cryptos qui nous l'a présenté notamment ce week-end. J'aime beaucoup en fait regarder ces vidéos-là. C'est ceci. Sur toute en fait la dichotomie de l'article. Ce qui me plaît le plus, c'est ceci. Que font les grosses baleines? Que font les holders? Suivre les mouvements de l'offre. Afin de confirmer les observations à BDCO, nous mesurons dans cette dernière section de la variation de l'URPD, notre objectif étant d'étudier la manière dont l'offre de Bitcoin a été déplacée en réponse à une récente action de prix, à la hausse, qui plus est. La représentation de l'URPD séparant les investisseurs des spéculateurs, donc long terme, court terme. Long terme, on parle ici de 6 mois, donc c'est pas si long terme que ça, mais on a ces datas-là, donc il faut les conserver dans le temps, confirme ces observations et signale l'arrivée d'un amas de jeunes BTC dans la zone des 33 000, 35 000 $. Bon, on comprend bien qu'il y a eu des jeunes spéculateurs. On peut parler peut-être de Robinhood, notamment, qui a acheté pour 3 milliards de dollars. On anticipe grosso modo 500 000 bitcoins qui ont été échangés, donc qui ont changé de main. Positionnement entre les échangeurs du supply disponibles au niveau des market makers, entre les holders long terme, qui eux se sont débarrassés, notamment proches de résistance de leur bitcoin. Et c'est pas une mauvaise chose encore de prendre des profits. Une prépondérance de jeunes holders ou de jeunes spéculateurs qui ont acheté pour entre 10 et 12 milliards de dollars, voire 15 milliards de dollars de bitcoin. 500 000 bitcoins, ça représente 3% du supply. Moi, ce que j'aime bien en fait regarder là-dedans, c'est ça représente parfaitement l'intercycle, ça performe parfaitement le consensus sur un premier arrêt, une grande bataille entre les vendeurs, encore une fois, qui peuvent avoir tout simplement être dans le bon sens, qu'il ne s'agirait qu'un dead cat bounce pour aller chercher de nouveau plus bas. Entre ceux-ci, les 17 000 $, où on avait prévu près de 8% du supply qui avait été échangé, donc plutôt ici sur des mains fortes, donc des mains faibles dans la capitulation, ont acheté massivement du Bitcoin, et ici, le plus beau piège de Bitcoin, toujours dans la tendance, avec plus de Bitcoin qui avait été échangé que ici sur les 17 200 $. Ça représente quoi ça? Ça représente les 48 000 $. Mais ça représente quoi les 48 000 $? Ça représente ceci. Exactement ici,
ça a été la plus grosse, en l'espace d'un minimum de temps, changement de main, piège dans la tendance entre des holders long terme, des holders court terme, où ils sont littéralement distribués dans notre tronche pour celles et ceux qui avaient joué ce magnifique double weekly dans la tendance avec le magnifique canal haussier qui permet d'avoir ce fameux super clic et littéralement été retourné. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va nécessairement se retourner? Est-ce que ça veut dire que... Non, ça veut dire qu'il y a du mouvement. Ça veut dire surtout qu'il y a de l'intérêt, en réalité, sur cette zone en fait des 25 000, 35 000 $. Dès lors, ce qu'il faut se dire à ce moment-là précis, entre ceux qui viennent de rentrer dans la danse, et ce ne sont pas des petits portefeuilles, on parle de près de 15 milliards de dollars. Donc c'est quand même pas rien en termes de volume net. Donc on peut partir du principe que ceci sera extrêmement difficile à passer. À partir de maintenant, ceci est considéré comme une énorme résistance. Énorme résistance. Beaucoup de supply a été échangé ici, donc c'est une zone qui est très intéressante pour les spéculateurs, pour les investisseurs ou pour les acteurs du marché. Okay, je pense que ça, c'était vraiment très important de le signaler. Dès lors, pour pouvoir venir la traverser, il faudra des news catalysants dans un sens comme dans l'autre. J'espère que je vous ai aidé en disant tout ça. Troisième chose, on l'a vu, on reparle des institutionnels, à quel point ils sont émoustillés des dernières actualités, notamment très catalysées par BlackRock. On parle ici de Solana. Solana qui a littéralement explosé. On peut le regarder ensemble, c'est juste formidable. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on pense que c'est du FOMO, que c'est pas du FOMO, c'est pas grave. Si vous êtes exposé sur Solana, pensez à un moment donné de prendre des profits. Vous arrivez relativement éloigné du premier arrêt, donc ça veut dire 110 $. Est-ce que ça veut dire qu'on va y retourner? Est-ce que ça veut dire qu'on va les exploser? Est-ce que ça veut dire que d'ici 3 semaines, on a fait un nouvel atterrissage sur Solana? On n'en sait strictement rien. En tout cas, on sait que les institutionnels sont friands de vouloir s'exposer sur Solana à travers notamment la fiducie de Grayscale, de Grayscale, GBTC, Solana, etc. Pourquoi? Parce qu'on a littéralement, mais enfin je sais même pas comment, si c'est cohérent de voir d'un truc pareil, on est bien d'accord qu'il y a des vrais problèmes de liquidité au niveau de Grayscale, donc ils vont racheter du Solana très probablement qui va alimenter la hausse, puisque s'il n'y a plus de liquidité chez Grayscale et qu'il y a beaucoup de demandes chez Grayscale pour acheter du Solana, Grayscale va acheter du Solana, donc ça va être encore une fois une pression acheteuse au marché directement vis-à-vis de Solana, donc c'est très positif, et on s'est retrouvé avec des gaps de... franchement c'est juste dingue, à près de 200 $ au niveau du Solana, donc... on est à plus de 100% au niveau du premium vis-à-vis de Solana sur Grayscale et ça s'est fait en un petit claquement de doigts. Donc c'est très positif de l'observer. Il y a une demande en fait violente sur certaines crypto-actifs qui étaient presque considérées comme morts il y a encore quelques mois en arrière. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pris des profits. Ça peut aussi être catégorisé comme une forme de FOMO. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Maintenant, si on doit regarder de façon extrêmement limpide et mécanique par rapport à tous ces cycles, ce qui m'intéresse le plus, ce ne sont pas les spéculateurs long terme, ce sont réellement les holders et les investisseurs long terme qui sont les garants, si vous voulez, au niveau de ce marché-là. Et actuellement, on peut très bien les représenter au niveau du prix moyen réalisé sur ces investisseurs long terme qui se trouvent actuellement sur les 20 000 $, 20 800 $. Alors oui, ça va continuer à s'apprécier en fonction du temps et en fonction de la valorisation de Bitcoin, c'est complètement normal, mais ce sont des indicateurs qui prennent du temps pour pouvoir se mettre à jour. Et il faut comprendre que dans chaque cycle ou chaque intercycle, on est parti revisiter ce petit bout de relative price pour tester la fiabilité ou tester la conviction, si vous voulez, de ces holders long terme. Et à chaque fois, dans le temps, depuis 14 ans maintenant que ça se passe, ça a systématiquement été repoussé dans le bon sens, dans le sens de la hausse. Et on le revoit très bien ici, 2012. On le revient très bien ici, au niveau de 2015. On le voit très bien ici, au niveau du crack Covid 2020. Mais on aurait pu aller chercher très proche de ce relative price, aux alentours d'une zone de rechargement d'achat en dessous des 6 000 $, bien que Bitcoin avait littéralement percuté les 13 700 $. Et ici, on peut éventuellement s'attendre à aller rechercher ces convictions-là, tester nos convictions pour mettre à mal ces spéculateurs et ces traders très court terme qui ont capturé du Bitcoin, même si on peut éventuellement s'imaginer une phase de FOMO, partir du principe que les gens qui sont bloqués depuis maintenant 2 ans dans Bitcoin penseront très probablement à sortir à minima à break-even, notamment sur les 48 000 $ vis-à-vis de Bitcoin. C'est complètement logique et je pense que si vous étiez coincé là, vous reprendrez en tout cas toute une partie de votre profit si jamais vous en aviez finalement besoin. Alors bravo à ceux qui ont tenu, bien évidemment, jusqu'ici, mais partez du principe que ce soit sur nos cryptoactifs préférés ou que ce soit sur Bitcoin, il est normal, en cas de surexposition,
de vouloir prendre des profits. Et sachez que là où il y a le plus de personnes qui ont pris des profits, qui se sont fait piéger, c'est clairement ici sur les 48 000 $. Voilà. J'espère que je vous ai aidé en vous parlant de ça, puisque ça peut continuer à s'apprécier, on peut continuer à aller chercher de la liquidité, notamment sur les open interest, aller chercher des vendeurs un tout petit peu trop pressés, peut-être un tout petit peu trop convaincus que Bitcoin ne doit pas ou ne peut pas aller plus haut. Encore une fois, ne vous opposez pas à ce mouvement-là. Les breakouts ont été faits. Nous avons donc eu la confirmation. On a eu d'ailleurs une bougie d'acceptation. Et on attend quoi après une bougie d'acceptation? Une accélération. Et les accélérations peuvent parfois être assez violentes et fortes. C'est là où généralement le supply est distribué dans les poches de liquidité qui se trouvent. Et actuellement, j'ai comme un doute au-dessus de ces 47 000 $ parce que c'est clairement un vrai frein, si vous voulez. C'est un vrai péage. Il faut plutôt l'imaginer comme ça. Les 48 000 $ sur Bitcoin sont réellement considérés comme un magnifique péage. On a à peu près la même chose sur Ethereum, ne nous y trompons pas. Ce sera assez similaire au niveau des 3200, 3500 $ sur Ethereum. 618, algorithmique, zone de rechargement de vente logique. Faites attention, ce sont des vrais péages. Et je ne vous mens pas, puisque si vous regardez au niveau du S&P 500, bien que ce soit très positif à observer actuellement, je vais être tout à fait honnête avec vous, généralement quand on arrive dans des zones de rechargement de vente logique, ça distribue un peu, quoi. C'est normal, on prend des profits, on vient même chercher les convictions. Ici, ce serait considéré un petit peu comme Bitcoin sur les 34 000, 32 000 $, si vous voulez, à peu près. Donc il faut bien les noter au fer rouge. De là à les repousser, tant mieux, mais ne vous faites pas surprendre à vous mettre à levier de façon un petit peu trop exagérée, finalement, pour amputer une partie de votre capital qui sera très utile sur les 2 prochaines années. Voilà. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire d'un point de vue technique, de remettre un petit peu toute cette euphorie, même si elle est très positive, et il ne faut pas du tout penser qu'il faut absolument faire le contraire. Non, c'est généralement, si on fait le contraire trop tôt, c'est avoir raison trop tôt, donc faites attention à ça. Je voulais juste vous remettre en adéquation, parce que ça a encore été beaucoup partagé tout au long du week-end sur le Discord des rois du marché. On va prendre l'exemple d'Illuvium, par rapport à son tokenomics. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, quand vous allez arrêter cette vidéo, et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, c'est systématiquement regarder historiquement là où ils ont fait les précédents sommets, et regarder à quel niveau de prix sera votre actif s'il revient sur une market cap donnée. On va prendre l'exemple tout bête. Premier exemple, ça va être TIA. Ouais, on avait parlé de Celestia, on parle de TIA, et il continue à monter jusqu'à... Ok, et vous regardez ceci. Capitalisation boursière. 787 millions de $. Ne regardez même pas le maximum dilué, puisque c'est déjà, je pense, par rapport à leurs promesses et à leur niveau de délivrabilité vis-à-vis de leur technicité, je pense qu'on est loin de ce prix-là. Je pense qu'on est quand même un petit peu trop chaud, donc on tente de pricer quelque chose, tant qu'il y a de la demande, tant qu'il y a de la hype. Ça brille, TIA, Celestia, beaucoup en parlent, j'en parle, beaucoup d'influenceurs en parlent, et tant mieux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se mettre là-dedans? Absolument pas, et si ça continue à monter, on l'aura tout simplement loupé, basta. Mais il faudra vraiment regarder ceci, mais pas ceci aujourd'hui, il faudra regarder ceci à son maximum, au niveau de la capitalisation, mais peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, sur un nouveau cycle. Et moi, j'aimerais vous parler d'Illuvium, parce que c'est exactement ce qu'il faut regarder. D'ailleurs, il faut regarder au niveau de ce tokenomics ici, si vous l'avez sur Celestia, mettez juste dans votre agenda qu'il y aura beaucoup de libération de tokens aux alentours du mois de octobre-novembre 2024. Ça ne veut pas dire que ça doit forcément dumper. Pourquoi? D'ailleurs, on va le regarder ensemble, je ne l'ai même pas regardé ce matin, on va le regarder ensemble. On va mettre du Aptos. Il y a eu une lock, je crois que c'était le 11 dernier, le 11 novembre dernier, voilà. Juste ici, ça a été unlocké. Donc je ne sais pas combien a été unlocké, c'était le 11 me semble-t-il. On va regarder ça. Hop, investisseur, donc voilà, 68 millions de $. Voilà, c'est ça au niveau investisseur, fondateur, etc. Même un peu plus. Ah non, plus corps contributeur, 96. Donc, allez, 200 millions de $. Un petit peu moins de 200 millions de $. Vous avez compris, 200 millions de $. 200 millions de $ sur quel montant au niveau de la capitalisation? C'est ça qui est intéressant d'aller observer. Aptos, et la question à savoir, c'est qu'il y a 200 millions de $ qui sont disponibles à la vente, maintenant, actuellement, sur Aptos. Non, ça continue à monter dans la structure, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont été unlockés n'ont tout simplement pas envie de vendre. Et c'est exactement la même chose qu'on a pour début décembre au niveau de DioIDX, donc ça doit faire partie de cas d'école. Parce que c'est très psychologique. Vous voyez que ça monte, vous voyez qu'il y a des structures
Donc le unlock au niveau d'Aptos a déjà été pricé, c'est sell the rumor, buy the news. Ici. Pourquoi buy the news? Parce que la news est extrêmement puissante. 200 millions de dollars, soit 10% de la cap, même si vous sell 200 millions de dollars, ça représenterait presque x7 en termes d'indicateurs, en termes de réciprocité de force vendeuse. Ça représente de 14, ça représenterait beaucoup, ça représenterait presque peut-être 1 milliard de dollars si en un claquement de doigts vous mettez 200 millions de dollars à la vente. Mais évidemment que c'est pas comme ça que ça se passe, ça se serait, puisqu'il nous faut quand même de la liquidité et de la contrepartie en face. Donc on voit très bien ici que Aptos continue à s'apprécier. Donc encore une fois, en cas d'école par rapport à ces unlocks, est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement baissier? Généralement, on scelle la rumeur et on peut acheter la news dans des tendances ou dans des dynamiques baissières de fond. On était bien dans une dynamique tendancielle de fond depuis quasiment un an ou un peu moins d'un an au niveau de Aptos, tout simplement. Je vais vous parler d'Illuvium, mais on restera là-dessus et j'espère que je vous aurai aidé dans cette vidéo. Dès lors, tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut croire n'est pas forcément autoréalisateur, au même titre que cette libération de tokens. Mais si vous prenez de façon extrêmement cohérente, extrêmement limpide, entre est-ce que le prix de mon token va pouvoir retrouver son prix d'avant, combien il faudra à ce moment-là d'aller chercher en fait en termes de capitalisation, ça vous l'avez très bien et c'est très limpide au niveau du Illuvium. On était monté après approche de 2000 $ au niveau du token, 1860 $. Actuellement on se retrouve à 93 $ en ayant fait un tout petit tour aux alentours des 36 000 $. Regardez la capitalisation. C'est génial en fait. Vous voyez que ici, très exactement, nous étions, et faites-le sur toutes vos cryptos, à 1,2 milliard de capitalisation. 1,2 milliard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, au niveau de la capitalisation, on est à 350 millions de dollars. Donc pour aller jusqu'à 1,2 milliard, grosso modo, vous faites 3,5. x 3, x 3,5, à peu près, ou un peu moins, 3,2. On va dire x 3. Là, ce sera beaucoup plus facile à calculer. Dès lors, si vous voulez retrouver la capitalisation d'antan, alors que les tokens de Illuvium n'avaient pas encore été, dans sa grande globalité, libérés. On pouvait parler à ce moment-là peut-être de 2% du supply, si vous voulez, à le lister sur à le pricer sur la promesse, si vous voulez, d'Illuvium actuellement, le premier triple A, les technologies blockchain et tout ce que vous voulez. Bon, si vous faites en fait x3 par rapport à la hype d'antan qu'il y avait eu sur la capitalisation, ça vous retrouve grosso modo 3 fois 100, 300 $, un peu plus de 300 $, si vous voulez, pour retrouver la même capitalisation qu'il y avait eu à ce moment-là précis. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas refaire de nouveaux ATH? Parce que je le vois passer, et à ce moment-là, attention à ne pas vous biaiser l'esprit. Je vous le dis en toute franchise, comme ça je vous lis exactement ce que j'ai partagé dans le Discord, ça pourrait éventuellement être d'utilité publique. Illuvium peut faire de nouveaux ATH. Illuvium peut être valorisé 20 milliards de dollars de market cap. Pourquoi pas? Il faut juste avoir des conditions et des conditions qui sont arithmétiques, calculables, si vous voulez. Bon. Il faut imaginer que Illuvium arrive à aller chercher 20 millions d'utilisateurs actifs sur sa plateforme. 20 millions. À comparer à Pokémon Go, c'est 80 millions. Donc, on peut se dire que si Illuvium devient l'hégémonie du gaming pour les ados, les adolescents, les adultes et les enfants sur la blockchain, on peut peut-être atteindre les 20 millions ou les 30 millions de personnes. Et vous comprenez bien que si à cote-part réduite, vous arrivez à impulser peut-être même 10 $ par personne, parce que le but du jeu, c'est quand même de gagner rapidement des niveaux, etc., ou 20 $ par personne, partez du principe que la capitalisation au niveau du Illuvium va littéralement exploser, si vous voulez. Littéralement exploser. Mais il faut, dans cette contrepartie, qu'il y ait 20, 25, peut-être 30 millions d'utilisateurs actifs au plus haut de la bulle pour retrouver des nouveaux sommets et voire plus encore à une hype complètement folle de briller et que je veux voir sur TF1. Mais qu'est-ce que c'est Illuvium? Le petit jeu Web3 que tous les enfants s'arrachent et que tous les adultes s'arrachent. Je sais, vous pouvez imaginer tout et son contraire, mais vous comprenez un petit peu cette idée d'effervescence. C'est donc une condition à comparer avec Axie Infinity qui a été pendant plusieurs mois d'affilée la folie du Web3, la folie des cryptophiles un peu gamers. C'est 2,5 millions d'utilisateurs actifs en 2021. Donc vous voyez qu'il faudrait 10 fois plus d'utilisateurs actifs au niveau d'Axie Infinity pour éventuellement espérer voir Illuvium refaire de nouveaux sommets et voir plus. Mais ça, on passera par là. Maintenant, de retrouver éventuellement
une forme d'équilibre aux alentours des 300, 400, 500 $, c'est complètement possible. Je vous le dis en toute franchise au niveau d'Illuvion. Maintenant, ce qu'on joue, c'est pas ça. Ce qu'on joue, c'est l'explosion de nos cryptoactifs. Personne aujourd'hui qui se respecte et qui m'écoute dit bah moi je pense que crypto, comme ça, je pense que ça va faire un petit fois 40, plus 40%. Non, si vous voulez faire du 40%, du 60% sur une crypto, il ne faut pas aller sur les cryptos. C'est beaucoup trop volatile et c'est beaucoup trop dangereux. En fait, le risque management est complètement déséquilibré. Si on est sur des cryptos, c'est pour faire 200, 300, 400% sur un cycle. C'est ça vraiment le but du jeu, pour pouvoir rentrer, entre guillemets, dans notre risque et dans notre gestion du risque. Donc c'est à peu près ça qu'il faut. Donc oui, c'est périlleux. Oui, c'est pas forcément systématique, mais on peut avoir de très belles surprises et j'ai encore bon espoir dans Illuvion, mais ça ne veut pas dire que c'est un très bon candidat pour aller faire du x100. Très loin de là. Très très loin de là. Il faut qu'il bouffe littéralement l'intégralité de la concurrence sur ces petits jeux mobiles ou ces petits jeux un peu sympas, un Tamagotchi, où vous avez compris un peu l'idée. Je suis peut-être un petit peu péjoratif en disant Tamagotchi, puisque c'est quand même beaucoup plus souci que ça. Dès lors, vous avez compris l'exercice qu'il va falloir réaliser. Regardez historiquement sur tous les coins que vous avez actuellement en portefeuille, que vous les holdez, voire vous faites du DCA dans la perte et dans la douleur et dans le sacrifice, parce que c'est avec le temps, on peut presque parler de sacrifice, à savoir si celui-ci, avec la dilution qu'il y a eu au niveau de son tokenomics, s'il devait retrouver à son ATH précédent, à quel prix il serait? Voilà, posez-vous la question. Et à ce moment-là, vous avez un bon niveau psychologique d'ATH en market cap, en quantité d'argent disponible qu'il y avait en 2021 jusqu'à aujourd'hui. Je ne parle pas des nouveaux capitaux entrants. Voilà, c'est super important. Je dis juste sur un petit truc, puisque c'était quand même sympa, on parle de tokens, etc. On va au niveau du crypto Total Market 3, on a des magnifiques structures. On a eu donc la confirmation au-dessus des précédentes résistances, juste ici. Pour moi, on peut presque tirer des obliques si vous voulez ici, hein, donc plutôt très positif. Ici, c'est pareil, extrêmement positif. L'objectif maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est de voir l'accélération, confirmation, acceptation. Donc on a une bougie d'acceptation actuellement. Donc la semaine prochaine, ce serait potentiellement l'accélération. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir ici? Une réintégration. Voilà. La réintégration ne sera pas en bonne prise de façon positive. Voilà. Donc on a eu juste sur le Crypto Total 3 la confirmation. C'est logiquement la semaine de confirmation. Enfin, on a eu la confirmation, on attend maintenant l'acceptation. L'acceptation peut être un petit peu molle, on n'a pas beaucoup de choses actuellement sur les marchés américains ou les marchés US en termes de catalyseurs. Le seul catalyseur, éventuellement, c'est bon, les ETF Bitcoin sont validés, formidable, YOLO, et à mon avis, il y aurait une belle poussée haussière. Mais là, on est vraiment dans la confirmation, on attendra cette confirmation et potentiellement avoir l'accélération. Mais si vous regardez un petit peu tous les techniciens, si vous voulez expérimenter, que ce soit sur Ishimoku Kikuyo, sur Wyckoff, sur le bac d'Elliott, etc., bon, généralement, on arrive quand même en surchauffe, il va falloir un petit peu se calmer. Et si vous voulez d'ailleurs avoir un bon play, comme ça, je vous donne un petit tips, un bon play pour pouvoir éventuellement spéculer, attendez toujours que votre RSI, qui est actuellement en surchauffe, revienne au minimum en daily sur la neutralité, hein, juste ici. Ce serait juste formidable au niveau des 0,50. Pourquoi? Regardez, hein, dans les précédentes phases, un petit peu de boule. Voilà. On va dire qu'on imagine qu'on est peut-être là-dedans. Mais comprenez-le comme ça. Si on revient en fait à aller chercher la neutralité, vous voyez, juste ici, on prend le play juste ici, boule. Ici, regardez, on part en surchauffe, on revient chercher la neutralité. Regardez comme moi. Ici, on part en surchauffe, on vient chercher la neutralité, boule. Regardez. Hein. Ici, vous voyez, ici, le petit... c'est juste là. Hein. Voilà, on revient chercher la neutralité au niveau de notre RSI en étant en surchauffe, boule. Ici, on revient chercher la neutralité en étant en surchauffe, boule. Et puis à un moment donné, il y a des divergences qui sont en train de se créer. Et évidemment que ça ne peut pas monter jusqu'au ciel et qu'il va falloir bien sûr penser à prendre des profits. Mais si vous voulez le swing, on ne le swing pas en surachat. Hein, vous êtes la contrepartie des vendeurs qui prennent des profits. Vous attendez tout simplement que ça revienne éventuellement au niveau de la neutralité. Ça ne veut pas dire que ce sera baissier, pas du tout. Ça veut dire un petit peu de consolidation, hein, peut-être un petit truc un tout petit peu comme ça, pour aller chercher la petite poche de liquidité, et vous positionnez là si vous voulez jouer le play. Mais ici, on est plutôt en train de se regarder dans le blanc des yeux. Hein. Ça fait quelques jours qu'on est à 37 000, 36 000, c'est plutôt très positif. Hein. Mais bon, faites attention, on est plutôt peut-être en train de jouer une forme de phase de distribution entre les holders plus long terme, qui pensent à prendre des profits, on le voit on-chain, qui prennent des profits, sur des spéculateurs court terme, qui se sont mis plutôt de façon, comment on peut dire ça, engagée, hein, sur ce Bitcoin.
t'es probablement dans l'attente d'accepter au niveau des ETF Bitcoin, parce que c'est une formidable news, même si, allez, news haussière pour le marché, pas forcément bonne pour les détenteurs de Bitcoin et pour la philosophie ou l'idéologie de Bitcoin, mais ça en reste pas point très très positif pour celles et ceux qui souhaitent se faire un petit peu d'argent sur ce marché, et je pense que c'est parfaitement possible. Encore faut-il tenir et ne pas se laisser envahir par nos propres émotions. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.